Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser au développement de la vie sur notre planète. Dans l'état actuel de nos connaissances, la planète Terre est la seule planète du système solaire qui porte la vie. Il aura fallu une série d'événements pour permettre le développement de la vie sur notre planète. Faisons un tour d'horizon. Commençons par déterminer le constituant essentiel de la vie sur notre planète, en nous basant sur un exemple, l'abricot. Un abricot, sans son noyau, pèse en moyenne 96 grammes. Un abricot sec, c'est-à-dire un abricot desséché, qui ne contient plus d'eau, pèse quant à lui 13 grammes. Il y a donc 96 moins 13, 83 grammes d'eau dans un abricot. Si l'on transforme cela en pourcentage, on obtient 86,5% d'eau. Quand vous mangez un abricot, vous mangez donc essentiellement de l'eau. Et c'est là une caractéristique des êtres vivants sur notre planète. L'eau est le principal élément qui nous constitue. Après tout, nous sommes également des êtres vivants. Et notre corps est composé à 65% d'eau environ. Essayons de construire sur cette observation en nous intéressant cette fois-ci à la répartition des êtres vivants sur Terre. Les environnements les plus diversifiés, où l'on retrouve le plus d'espèces différentes, sont les environnements tropicaux. Notons que dans ces environnements, l'eau est très présente. À l'inverse, si l'on regarde les environnements désertiques chauds, on y trouvera bien moins d'animaux et de plantes. Ces environnements sont caractérisés par une absence d'eau sous quelque forme que ce soit. Les déserts froids, quant à eux, sont caractérisés par d'abondantes quantités d'eau. On y trouve pourtant assez peu d'êtres vivants pour la simple et bonne raison que l'eau que l'on y trouve n'est pas sous forme liquide, elle est gelée, donc sous forme solide. Cette comparaison met en évidence un point important. Pour se développer, les êtres vivants ont besoin d'eau, et d'eau sous forme liquide. Gardons cette information en tête et intéressons-nous maintenant à l'histoire de la Terre. Une histoire qui s'écrit sur plusieurs milliards d'années. Notre planète a environ 4,6 milliards d'années. La flèche qui apparaît à l'écran représente le temps. À gauche, le début de notre histoire, la formation de la Terre. Vers la droite, nous avançons dans le temps jusqu'à atteindre le 0 à droite qui représente le présent. De gauche à droite, nous avançons donc dans le temps. Nous allons nous intéresser à la composition de l'atmosphère et voir comment la quantité des différents gaz composant l'atmosphère a varié au cours du temps. Juste après sa formation, la Terre est très chaude. L'eau ne peut pas y exister sous forme liquide et on ne trouve que de la vapeur d'eau. Il faudra plusieurs millions d'années pour que la Terre se refroidisse suffisamment, que l'eau puisse passer de l'état gazeux, de l'état de vapeur d'eau, à l'état liquide. Cette eau liquide va s'accumuler à la surface de la Terre et former les océans. Il y a environ 4,3 milliards d'années. Ces océans vont récupérer une partie du dioxyde de carbone, ou CO2, qui se trouvait dans l'atmosphère. Au bout de quelques centaines de millions d'années, on trouve donc sur Terre des océans dans lesquels on trouve du dioxyde de carbone. C'est dans ces océans que la vie va apparaître. Si l'on a des indices de la présence de vie aux alentours de 4 milliards d'années, on est cependant sûr qu'il y a 3,5 milliards d'années, la vie était apparue sur notre planète. Et les premières formes de vie que l'on trouve sur notre planète vont puiser dans leur environnement les éléments dont elles ont besoin pour se développer. Parmi ces premières formes de vie, on trouve les cyanobactéries, des êtres vivants que l'on trouve encore aujourd'hui sur notre planète, comme vous pouvez le voir sur cette photo de Shark Bay en Australie. Et ces cyanobactéries vont avoir un rôle majeur dans l'histoire de notre planète. Les cyanobactéries se développent dans les océans, proches de la surface, là où la lumière du soleil traverse l'eau. Pour vivre,
les cyanobactéries prélèvent dans leur environnement les éléments dont elles ont besoin, de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone. En utilisant ces éléments et la lumière du soleil, les cyanobactéries produisent du dioxygène qui va longtemps rester dissous, piégé si vous préférez, dans les océans. Petit à petit, cet oxygène s'est accumulé dans les océans avant de s'échapper et de passer dans l'atmosphère. Il y a environ 2,5 milliards d'années, ce dioxygène commence donc à s'accumuler dans l'atmosphère. L'oxygène que nous respirons provient donc en grande partie des océans. Une fois dans l'atmosphère, ce dioxygène n'est plus protégé par l'eau et il va donc réagir et se transformer. Le dioxygène, ou O2, est une molécule constituée de 2 atomes d'oxygène. Ces notions peuvent être compliquées à comprendre. Alors illustrons-les avec des Legos. Vous connaissez tous le principe des Legos. Vous assemblez des pièces pour faire des constructions. Ici, la construction représente la molécule. Et les molécules sont constituées d'atomes, ici d'atomes d'oxygène, représentés par ces ronds rouges. Sur notre construction Lego, ces atomes correspondent aux briques rouges. Et ces atomes sont reliés entre eux par des liaisons. 2 liaisons reliant 2 atomes ici. Sur notre construction Lego, ces liaisons sont représentées par les barres blanches. Ce qui est bien avec les Lego, c'est que l'on peut détruire ces constructions et en construire de nouvelles, avec les pièces que l'on obtient. Et c'est ce qui se passe dans la nature avec les molécules lors des réactions chimiques. Dans la nature, le dioxygène est très présent. Sous l'effet des rayons du soleil, les molécules de dioxygène sont détruites et les atomes la composant vont se réassembler pour former de nouvelles molécules, des molécules d'ozone, ou O3. Au cours de cette réaction chimique, il y a donc transformation du dioxygène en ozone. Une partie du dioxygène de l'atmosphère se transforme donc petit à petit en ozone, et il y a environ moins 800 millions d'années, commence à se former dans l'atmosphère de notre planète une couche d'ozone. Et cette couche d'ozone aura des conséquences importantes pour le développement de la vie sur Terre. La couche d'ozone nous protège de certains rayonnements du soleil, comme les rayonnements UV. Ces mêmes rayonnements qui nous provoquent des coups de soleil. Ces rayonnements sont dangereux pour la vie, et la couche d'ozone filtre une partie de ces rayonnements, comme le fait l'eau. Avant l'apparition de la couche d'ozone, la vie ne pouvait sortir des océans, car s'aventurer sur les continents voulait dire s'exposer aux forts rayons UV. Avec l'apparition de la couche d'ozone, la vie a pu quitter les océans, car maintenant, même sur les continents, elle était protégée des rayons UV. C'est ainsi qu'à partir de moins 450 millions d'années, les végétaux commencent à coloniser les continents. Puis c'est au tour des animaux, 75 millions d'années plus tard. Vers moins 368 millions d'années, nos ancêtres les premiers tétrapodes sortent des eaux, comme Acanthostega, représenté sur cette image. Nous nous arrêtons ici pour cette vidéo et continuerons ce chapitre ensemble en classe. À bientôt!